Nous allons voter l'amendement qui est proposé parce qu'il est opportun et bien situé. J'observe cependant qu'à cet instant du texte, vous avez évoqué une série d'autres menaces et je voudrais souligner combien il est également pertinent d'avoir évoqué l'emploi des armes chimiques. Je ne sais pas si aujourd'hui la banalisation de leur emploi est de fait. Comme vous savez, ceux qui l'emploient, ça donne sujet à toutes sortes de discussions sur qui est vraiment l'utilisateur de telles armes. Mais en attendant, nous, Français, nous avons fait adopter la Convention contre l'utilisation des armes chimiques en 1993 sous l'autorité du président Mitterrand. Et nous sommes donc particulièrement attachés au respect scrupuleux de cette Convention. Quoique nous n'ayons pas réussi à l'époque à faire signer par les Américains, qui à partir de là ont dissuadé tous les autres de le faire, des armes bactériologiques. Et elle est citée à cet instant, un peu plus loin, les risques biologiques. La vérité, c'est que plusieurs pays continuent à s'armer dans ce domaine et que c'est un danger terrifiant. Vous avez raison de parler du nucléaire tactique et vous avez raison de le faire parce que pour nous autres, Français, le nucléaire tactique n'a pas à exister, puisque pour nous, il ne peut pas y avoir de bataille nucléaire, il ne peut pas y avoir de théâtre d'opération à bataille nucléaire. Et donc, il est important que dans notre texte, on rappelle que jamais nous n'admettrons l'idée qu'il puisse y avoir un usage dit tactique. Il ne suppose qu'une seule chose, un pays qui a une immensité et une profondeur de population telle que l'arme puisse être dite tactique, quoi qu'on sache tous de quelle horreur il s'agit. Mais en attendant, pour nous, Français, cette possibilité n'existe pas, donc nous la refusons à tous les autres. Merci, monsieur le député. Monsieur Chalumeau. Nous allons aborder l'amendement numéro 1, présenté par monsieur Corbière. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame la Ministre, nous étions impatients d'entendre ce que vous venez de nous dire. Donc, nous passons à l'ordre du jour. Précisément, cette loi de programmation militaire, vous le savez, évolue dans un environnement international de plus en plus instable. Le développement des différents conflits ambigus, complexes, implique souvent des forces non étatiques capables de se doter d'armements de haute technologie. Tout cela ravive les tensions. Cela a pour conséquence que la volonté affichée de réarmement nucléaire, notamment par les États-Unis et la Russie, qui disposent à eux seuls de près de 90% de l'arsenal nucléaire mondial, est tout de même assez inquiétante, d'autant que nous constatons un élargissement de la gamme des options militaires impliquant la bombe nucléaire. Dans ce contexte, notre amendement réaffirme l'utilité et la pertinence d'un processus concerté de dénucléarisation dans le cadre de l'article 4 du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Il vise à souligner que la France est bien placée pour mener cette action diplomatique. Elle est d'ailleurs l'un des pays qui est allé le plus loin en matière de désarmement en signant presque tous les traités encadrant le nucléaire. Et notamment en promouvant le traité d'interdiction de la production de matières fissiles et en ratifiant le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. La France a donc une capacité de mener une action diplomatique volontariste en ce sens, en s'associant notamment aux pays qui sont le plus disposés, comme la Chine. Je vous remercie. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. L'orateur précédent va être totalement satisfait. Nous ne réclamons rien de ce qu'il combat. Par conséquent, la question est close. Nous ne demandons pas le désarmement immédiat et unilatéral, ni rien de tout cela. Cet amendement, comme quelques autres que vous allez voir après, a pour objet de renforcer dans le texte, non pas je ne sais quelle critique de notre pays, parce qu'à ce sujet, j'estime qu'il n'en mérite pas. Il y a d'autres sujets où oui, mais pas là. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de rappeler la nécessité de reprendre les discussions par toutes les manières possibles. L'amendement ici traite du respect du traité de non-prolifération et la force d'affirmation de la France qui dit nous sommes opposés à toute prolifération nucléaire. Et d'ailleurs, nous imposons à nous-mêmes un strict respect du traité. C'est ce que dit cet amendement et rien de plus. Pourquoi faut-il le faire? Parce qu'il y a une propagation du nucléaire et parce que dans la discussion, souvent l'argument apparaît qui dit aux Français, mais dites donc vous autres, vous êtes armés jusqu'aux dents et vous venez reprocher aux autres de l'être. Et notre réponse est toujours de dire, mais alors, croyez-vous que le monde sera plus stable si vous-même vous êtes armés d'armement nucléaire? Et pourquoi ces questions viennent sur le tapis? Parce que par la force des choses, il faut bien dire que dans notre registre, nous avons été, nous Français, longtemps seuls. C'est la première fois depuis la chute du mur qu'on retrouve un protagoniste international qui s'exprime sur le sujet en faveur du désarmement nucléaire, c'est le président Xi Jinping. Car sinon, la situation était pire depuis la fin de la guerre froide qu'elle ne l'était auparavant, puisqu'on ne discutait plus de rien, ni d'aucun stock, ni de la manière de les réduire. Par conséquent, cet amendement vient en renfort de cette position. Ce n'est pas une critique contre la position de notre pays, c'est une manière d'accélérer, d'approfondir la pression pour dire
Il faut désarmer, et c'est nous qui vous le disons, nous Français, qui avons commencé à désarmer, et c'est nous Français qui nous imposons de respecter scrupuleusement le traité de non-prolifération nucléaire, et notamment dans certaines zones. On ne peut pas tenir le discours que l'on tient contre l'Iran, si en même temps, à juste titre d'ailleurs, contre son armement nucléaire, à juste titre, si en même temps on ne dit pas, par exemple, nous les Français, nous voulons la dénucléarisation de toute la zone. Je termine. De la même manière, ne peut-on pas dire aux Chinois qu'on les a entendus, si on ne dit pas en même temps et aux Indiens et aux Pakistanais que nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils soient armés comme ils sont en train de le faire. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 1 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Amendement numéro 2 présenté par Monsieur Lachaud. Madame la Présidente, la France est un grand pays qui rayonne dans le monde entier par sa géographie. Elle est présente sur 5 continents, qui rayonne par sa culture, par sa langue, qui va bientôt devenir une des langues les plus parlées au monde, qui rayonne par son histoire, par sa géographie. Est-ce que réellement la puissance de ces armes est un facteur de la grandeur de notre pays? Est-ce que ce n'est pas plutôt la manière dont elle utilise ces armes au service des résolutions de l'ONU, au service de la paix, qui doivent assurer la grandeur de notre pays? Donc, écrire dans notre LPM que le renforcement de nos armes va contribuer à la grandeur de notre nation, n'est-ce pas mal comprendre l'histoire même de notre pays et la manière dont notre pays influence le monde et entretient des rapports pacifiques avec ses voisins? Et donc, ne vaudrait-il pas mieux réaffirmer la posture pacifique de notre pays, son respect des résolutions de l'ONU, plutôt que de brandir la puissance de nos armes? Merci, Monsieur le député. Monsieur Mélenchon, vous répondez sur le sous-amendement? Avec votre permission, il est, Madame la Ministre, Madame la Présidente, le voici est, car l'amendement de mon collègue Lachaud n'a pas été rédigé pour nier qu'il faille, du fait même de notre puissance, se faire respecter. Ce n'était pas notre sujet. Notre sujet, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette discussion, est de rappeler un cadre doctrinal. Je ne crois pas que l'Assemblée nationale, quels que soient les bancs, soit éloignée sur le fond, ou si c'est le cas, que quelqu'un le dise. Mais dans le concert des nations, dans les discussions qui ont lieu, les uns opinent pour la force et ne veulent pas s'encombrer du cadre de l'ONU. C'est clairement la position répétée à de très nombreuses reprises par les dirigeants de l'OTAN et par le président des États-Unis d'Amérique, mais il n'est pas présent, donc on ne discute pas avec lui dans cet hémicycle. En attendant, la position des Français consiste à dire « nous sommes au service d'un ordre international ». Pas simplement des rêveries et des bavardages sur un monde multipolaire, parce que nous, les Français, on a déjà connu le monde multipolaire, ça se termine par des guerres, et en général, nous en prenons plein la figure. Donc nous sommes pour un monde ordonné. Et la paix ne peut procéder que du respect des décisions de l'ONU, sujet sur lequel il y a aussi discussion, car d'aucuns disent l'ONU n'est pas une garantie. Peut-être bien, mais c'est la seule dont nous disposons. Et c'est la seule à laquelle on puisse se rattacher. Tout à l'heure, le rapporteur a fait remarquer, en répondant sur le cas de la Libye, il y avait une résolution, vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur, et elle avait été adoptée à l'unanimité sur le cas de la Libye, à l'unanimité, ce qui nous a coûté cher ensuite, car le texte disait que s'il devait y avoir, en anglais, would, et non pas should, s'il devait y avoir une intervention, elle résulterait d'une décision du Conseil de sécurité. Et au lieu de garantir une zone d'exception, c'est le contraire qu'on a fait, on a été directement bombardé. Quand je dis on, peu importe qui c'est. Cela a été fait et cela a créé un désordre ensuite qui fait que ni Russes ni Chinois ensuite n'ont plus jamais été entendus sur quelque sujet que ce soit à cause de la méfiance de ce vote. Voilà pourquoi il est important dans un texte venant de l'Assemblée nationale et de la France, de la République française, qu'on entende dire que les Français, pour eux, la paix c'est l'ONU, l'ONU c'est la paix et vice-versa. Rien de plus, il n'y a pas de critique contre la position ni celle du rapporteur ni celle du ministre dans la proposition du collègue Lachaud. C'est pourquoi je dépose le sous-amendement et qui permet de faire le lien entre votre rédaction et la nôtre. C'est clair, monsieur Lachaud, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir rectifier plutôt. L'amendement est marqué « et pour agir » dans ces cas-là? Tout à fait, et rappeler
à notre... Et je vais redemander donc l'avis Oui, ensuite. et rappeler à notre collègue Bouteflika que cet alinéa 35 précise bien: les armées continueront à assumer la responsabilité de ces missions, essentiellement pour la protection de la France et des Français, pour celle de l'Europe et des Européens, pour conforter la place de notre pays dans le monde et agir dans le cadre des résolutions de l'ONU. Il y a bien le essentiellement qui garantit la libre action des armes de la France dans les autres cas que vous avez cités. Le Président, Monsieur Mélenchon. Ne le ferons pas, hélas, monsieur le rapporteur. Donc J'ai défavorable. essayé de faire un pas vers vous, puisque vous, dans votre intervention, vous avez souligné le fait qu'il n'y avait pas de difficulté, sauf si cela se substituait au précédent, à la phrase précédente. Je vous propose un mot de liaison, et vous me répondez quoi? Que vous êtes d'accord avec mon mot de liaison si je supprime ma propre proposition. Ah ben non, ça c'est pas possible. C'était le sujet de l'amendement. J'ajoute une chose. Je ne laisserai pas dire que la France est intervenue, même si je désapprouvais certaines de ses interventions, au Mali ou au Centrafrique, sans un mandat de l'ONU, parce que ce n'est pas le cas. Dans les deux cas, l'action s'est située dans le cadre d'une résolution qui avait été prise par les Nations Unies. Ce n'est pas de notre propre chef que nous avons décidé. Primo. Secundo, nous avions des accords de défense. Secundo, nous avions des accords de défense. Et c'est en application de ces accords de défense que nous sommes intervenus. Mais ces accords de défense ne sont contradictoires en rien avec les résolutions de l'ONU. Alors si le discours sous-entendu, c'est nous intervenons quand nous pensons que c'est une bonne idée de le faire, eh bien alors non, en effet, ce n'est pas notre doctrine. Et ben voilà, mais écoutez, vous avez donné vos arguments, c'est le tour de donner les miens. Je ne laisserai pas dire que la France intervient quand ça lui chante, comme elle veut, là où elle veut, militairement. Amendement rejeté. L'amendement numéro 27 est défendu par Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Alors la dissuasion nucléaire repose, comme vous le savez, chers collègues, sur l'existence de composantes. Toutefois, parmi les spécialistes, il existe des débats et des désaccords sur la pertinence de disposer de ces deux composantes. Le rôle de la composante aéroportée est notamment régulièrement mis en question. Ses partisans soulignent qu'elle est l'emploi le plus souple et dissuasif dans la mesure où c'est le plus visible et participe à un dialogue de dissuasion. Ce concept est de notre point de vue particulièrement spécieux puisqu'il, de notre point de vue encore, couvre surtout la réalité de l'escalade qui est contraire avec la notion de dissuasion, qui repose davantage sur l'incertitude que sur la possibilité d'une réaction graduée. En outre, si la tenue de la posture permanente de dissuasion implique des investissements constants, il n'y a pas de consensus, encore une fois dans les débats, pour dire que des dépenses de modernisation et de renouvellement doivent être engagées urgemment pour toutes les composantes. C'est pourquoi nous vous présentons cet amendement qui vise donc à différer les dépenses non nécessaires à la tenue de la posture permanente de défense afin qu'un véritable débat puisse avoir lieu. Je vous remercie. Oui, d'abord qu'on s'entende sur les mots. Personne n'a proposé ici de baisser la garde. Simplement, si nous proposons, comme nous l'avons fait en début de débat, la constitution d'une cyberarmée, vous êtes en droit de nous dire avec quoi payez-vous ça? Donc l'une des premières réponses qu'on fait, c'est de se demander quelle est l'utilité des armements qu'on engage pour le reste. Comme l'a dit notre collègue Furst, il y en a pour plusieurs années. C'est une loi de programmation. Il y en a pour des dizaines de milliards. Ce n'est donc pas rien. Donc, est-ce que vous pouvez nous convaincre? Bien sûr, c'est très facile. Garantissez devant la représentation nationale qu'un avion équipé d'une arme nucléaire ne peut être ni intercepté, que ses liaisons avec l'arrière et sa décision électronique de tir ne peut pas être contrariée depuis l'espace, et nous serons convaincus. Parce que l'utilisation, personne ne l'a dit, mais gesticulatoire de l'arme nucléaire n'est pas crédible. Si vous envoyez un avion avec une arme nucléaire, mais que tout le monde sait que vous êtes hors d'état de vous en servir, ça ne s'appelle pas de la dissuasion, ça ne dissuade personne. Par conséquent, c'est d'efficacité dont nous parlons. Et la question que sous-entend notre intervention est celle que pose notre collègue Furst tout à l'heure. Notre sujet n'est pas... Nous savons bien que la guerre en soi est un acte qui ne va jamais rejoindre nos préoccupations morales. Ce n'est pas le sujet. Nous parlons d'efficacité militaire. Notre collègue Lecoq vient de le dire. Où en sommes-nous? On n'abordera pas le sujet aujourd'hui. Mais qui peut avoir ici et dire « j'ai la garantie », pour ma part je le crois, j'ai la garantie qu'on ne détecte pas pour l'instant depuis l'espace les sous-marins. C'est pourquoi vous n'avez pas de proposition d'amendement qui vous propose de faire l'économie sur ce sujet-là. Mais par contre, je pense savoir que oui, en effet, tout ce qui est aéroporté a une efficacité égale à 0. Et par conséquent, il faudrait qu'on puisse avoir, vous avez raison collègue, à huis clos, la discussion. Parce que toute notre affaire repose sur la dissuasion. Si les outils que nous utilisons ne dissuadent plus personne, ils ne servent à rien. Et par conséquent, il faut envisager les questions par un autre bout.
ce que je vous ai proposé de faire en début de discussion avec la constitution de la cyberarmée. Madame Obono, pour le numéro 3. Merci. Bon, cet amendement vise à réaffirmer ce qui pour nous est une contradiction dans les déclarations d'intention et les velléités de construire une Europe dite de la défense dans le cadre de l'OTAN et de la participation de la France à l'OTAN, à son commandement armé. Nous avons eu ce débat hier déjà et je pense qu'on a vu que ça a été dit par plusieurs collègues et réaffirmer, de notre point de vue, la participation de la France à l'OTAN est en contradiction avec cette volonté d'une Europe de la défense. Rappelons que l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne indique que les engagements et la coopération dans le domaine de la politique de sécurité et de défense demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. Étant donné la nature de ce lien, il nous semble complètement contradictoire de prétendre avoir une politique de défense européenne indépendante de ses choix. Et donc, cet amendement vise à ce que ne soient pas considérés comme des actes politiques forts les discours en faveur de cette Europe de la défense qui ne dessine de notre point de vue, en fait, pour la France, aucune nouvelle perspective en termes de politique de défense et de sécurité et participe plutôt à faire apparaître l'Union européenne comme finalement impuissante à avoir une autonomie en la matière et ne crée pas la confiance qu'il faudrait y avoir dans cette construction européenne. Alors autant dire les choses clairement pour permettre peut-être d'engager le vrai débat qui serait sur la participation à l'OTAN.